du réseau chrétien immigré pour notre nouvelle rencontre les lundis du RCI. On est particulièrement heureux de vous accueillir, Madame Georges Langevin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir et je vous remercie d'avance d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour ce moment que nous allons tous passer ensemble. En deux mots, mais je J'y pense que suis pas. beaucoup d'entre vous connaissent le réseau chrétien immigré. Je rappellerai simplement que notre association fonctionne comme on a l'habitude de le présenter sur ces deux jambes. Donc une jambe directe de solidarité avec la permanence juridique en lien avec la CIMAD, avec des cours de FLE, avec les dîners du goût de l'autre, et puis une autre jambe qui est une jambe de réflexion, sensibilisation sur ces questions d'immigration avec ces deux pôles qui interagissent, qui résonnent, qui sont en stéréo l'un avec l'autre et qui s'alimentent. Et nos soirées, grand débat et grand témoin sont justement dans cette ligne de nos actions de réflexion, de sensibilisation et d'échange autour de cette question. Alors, je ne sais pas s'il est question de vous présenter, Madame Paul-Angelin. Je pense qu'on sait que vous avez eu un parcours en étant ministre, en étant député de ma circonscription. Il s'avère Ah bon? que c'était dans ma circonscription. On avait eu l'occasion de se rencontrer sur le marché une fois. Je vous avais parlé du réseau chrétien immigré, je me souviens, et on est très heureux de vous accueillir ce soir en tant qu'adjointe de la défenseur des droits. Peut-être des petites précisions d'ordre technique. Donc, notre soirée, pour qu'on soit transparent, est enregistrée. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct, en levant les mains, suite au fil de discussion, si jamais vous voulez poser une question sans apparaître dans la captation de cette soirée. Ce qu'on avait prévu comme déroulement, c'est d'abord de vous donner la parole 15 à 20 minutes, Madame Paul-Angevin, et puis qu'on puisse engager ensuite le débat et donc de vous demander de présenter peut-être ce parcours qui vous a conduit aujourd'hui à être adjointe de la défenseur des droits. Pourquoi peut-être ce parcours, ces choix, et puis nous présenter les différentes missions qui sont les vôtres, si vous le voulez bien, et puis qu'on puisse ensuite engager notre soirée en échange et en débat avec vous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. À mon tour de vous dire que je suis tout à fait contente, ravie d'échanger avec vous sur les sujets concernant le droit des étrangers, de la manière dont le défenseur des droits appréhende le sujet. Alors, comme vous l'avez dit, ça fait assez longtemps que je m'intéresse aux questions relatives aux droits des étrangers et à la discrimination, puisque depuis 72, j'étais militante au MRAP, dont j'ai été présidente. Pardon, Madame Paul-Angevin, vous avez dû désactiver votre micro, on ne vous entend plus. Exact. Faut pas que je voilà, ça y est, oui. Donc c'est vrai qu'avec, cette technique, il faut faire très attention. Donc voilà, je disais que, j'étais donc, depuis 72, au MRAP et j'ai eu l'occasion donc de travailler, avec beaucoup d'associations qui défendaient les droits des étrangers comme, le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD et donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Donc j'ai, travaillé un peu sur ces sujets-là quand j'étais responsable pour le groupe socialiste des questions d'immigration, quand j'ai été élue en 2007. Et ensuite, j'ai été donc en 2012, j'ai été aux côtés de Vincent Peillon pour m'occuper de la réussite éducative, puis ministre des Outre-mer. Puis je suis retournée à l'Assemblée en 2017, puisque les habitants du 20e ont bien voulu continuer à me faire confiance. Et là, j'ai choisi de rejoindre la défenseure des droits parce que, c'est un sujet qui m'a toujours tenue à cœur.
Et donc, depuis le mois de novembre, j'ai recommencé alors donc à revoir, de plus près les membres des associations qui, travaillent sur, ces questions de discrimination. Et je crois qu'il y a une décision, du Conseil d'État, je crois, ou du Conseil constitutionnel qui, a, dit pour pouvoir, refuser de condamner, quelqu'un qui aidait, les migrants, qui a dit que c'était une manière, de mettre en valeur le troisième aspect de, la déclaration, fondamentale, de notre devise républicaine, qui est, de mettre en valeur le principe de fraternité. Et je pense que, quand je m'adresse aux membres de votre réseau, eh bien, j'ai vraiment l'impression que le principe de fraternité est, celui qui, guide, vos actions, quotidiennes, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif pour, notre, système républicain. Donc, sur, la question des étrangers, on ne pourra pas, faire un panorama, exhaustif parce que, c'est bien trop large. Je voulais, simplement, vous rappeler, quelques-uns des sujets, sur lesquels le défenseur, aujourd'hui maintenant la défenseure, puisque depuis le mois de juillet, c'est madame Hédon qui a remplacé, monsieur Jacques Toubon, les sujets sur lesquels, nous avons eu, à intervenir. Et je dois dire que s'agissant, du sujet, concernant les étrangers, il y a une continuité, totale entre, les analyses qui avaient été faites précédemment et ce que, aujourd'hui encore, nous essayons de faire valoir, pour, parler de ces sujets-là. Et ce qui me semble plus significatif dans tout ce qui a été dit par, le défenseur sur, les questions concernant les étrangers, c'est qu'il a employé à un moment donné le terme de maltraitance. Puisque, très souvent, c'est vrai, les étrangers sont dans des situations de droit, diminuées, dans des situations d'emploi, difficiles, avec des questions de santé qui ne sont pas, résolues et des besoins essentiels souvent, tels que le logement, qui, ne sont pas, satisfaits. Alors, le terme de maltraitance avait notamment été, utilisé à propos d'une affaire dite du chantier de Breteuil, où, on s'était aperçu qu'il y avait à l'encontre des travailleurs maliens sans papiers, quasiment un système de, discrimination systémique puisque, quelles que soient, leurs compétences, ils étaient affectés aux travaux qui étaient les plus difficiles, notamment, vous savez, les travaux de démolition, Merci. de Merci manière Bruno. la démolition, on les voit sur le marteau-piqueur et c'est vrai, que, on se rend bien compte que ceux qui font ce type, de travaux sont dans une situation qui est, extrêmement, difficile. Bien entendu, ils gagnent leur vie, mais il y a là une discrimination qui est, générale, qui est répandue et nous avons eu, l'occasion, de repérer ce type de situation à plusieurs reprises. Dans la période récente, ce qui nous a, surtout, occupés, c'est que, avec la crise sanitaire, beaucoup de guichets des administrations ont été, fermés et ils ont été, d'ailleurs, c'est un peu aussi d'ailleurs la conséquence de, ce qui est la numérisation, de l'administration, où beaucoup, de démarches sont censées se faire, sur, internet, où beaucoup de démarches nécessitent de prendre rendez-vous, par, internet. Or, bien entendu, c'est déjà, difficile pour, beaucoup de Français, mais c'est encore plus difficile pour les étrangers, dont, l'équipement informatique et la l'aisance, sur, le numérique est évidemment, tout à fait, souvent, laisse à désirer. Et par ailleurs, on s'est aperçu que même en téléphonant régulièrement, en retournant régulièrement sur le site, eh bien, il y avait une forme d'engorgement, des guichets qui a fait, que, on peut, se connecter, régulièrement et ne jamais, avoir de rendez-vous. Donc c'est difficile, pour tout le monde, mais s'agissant, des, étrangers, ça peut avoir des conséquences extrêmement, graves puisque, ils se retrouvent en situation irrégulière lorsque la date pour pouvoir renouveler le titre de séjour, est passée. Donc ils sont en situation irrégulière, non pas parce qu'ils n'ont pas pensé à temps
à renouveler leur papier, non pas parce qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de renouveler leurs documents, mais parce que simplement l'administration ne peut pas leur donner rendez-vous en temps utile. Et donc ça, c'est une situation qui nous semble tout à fait inacceptable, puisque les drames sont causés par la carence, en quelque sorte, de l'administration. Nous avons aussi, évidemment, eu l'occasion, de, remarquer et de protester contre, l'insuffisante protection contre le covid des personnes qui étaient en CRA. D'ailleurs, comme vous avez dû souvent, le remarquer, on place en rétention des personnes, qui sont, censées être, renvoyées dans leur pays d'origine à bref délai. Or, toute l'année dernière, avec les problèmes sanitaires et l'interruption, communications, notamment par avion, il était quasiment impossible d'organiser le retour de la plupart, des gens en situation irrégulière. Donc les laisser en CRA, surtout avec des conditions sanitaires extrêmement, dégradées, c'est, quelque chose qui évidemment n'avait pas de sens et malheureusement, nous avons, constaté que bien souvent, bien que le retour ne soit pas programmés, eh bien, les CRA n'ont pas été vidés comme ils auraient dû l'être en toute logique. Nous avons évidemment d'autant plus aussi de craintes ou de critiques à faire sur le placement des mineurs en zone d'attente. Puisque là encore, placer des mineurs en zone d'attente nous semble être quelque chose qui ne se justifie pas, puisque ça signifie qu'on met en avant la qualité d'étranger avant de mettre en avant la qualité de mineur. Et par conséquent, il nous semble que ceci est quelque chose qui n'est pas admissible, surtout dans des périodes de difficultés sanitaires comme celles que nous connaissons. À cet égard, nous avons eu aussi beaucoup à intervenir sur la situation des mineurs non accompagnés, puisque vous savez que les examens osseux qui sont appliqués sont souvent des examens qui peuvent de laisser une place à l'incertitude. Et par conséquent, nous estimons qu'il faudrait essayer de se faire une opinion sur la qualité de mineurs avec d'autres éléments d'état civil et pas seulement avec l'examen osseux. Et là encore, notre organisation administrative fait que vous avez un certain nombre de différences selon selon le département qui est amené à prendre en charge ce mineur non accompagné. Et là encore, nous estimons que la situation n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être dans un pays développé comme le nôtre. Sur un autre sujet, nous avons aussi eu l'occasion d'interpeller à diverses reprises les autorités, par exemple, sur la question, des, campements à Calais. Vous savez que ça fait des années que cette situation, détestable, perdure et c'est vrai, difficile à résoudre puisque, les personnes qui sont à Calais pour essayer d'aller, en Grande-Bretagne et non pas pour essayer de rester en France, mais pour autant, ça a déjà été jugé à diverses reprises. Quand elles sont, dans, ces campements de fortune à Calais, il faut quand même, qu'on leur assure, des, conditions minimales d'hygiène. Sinon, le fait de laisser les gens, patauger dans la boue et sans pouvoir avoir, de l'eau, se doucher ou, avoir des toilettes, en nombre suffisant, c'est assimilable quand même à des traitements, dégradants et par conséquent, la défenseure, quand elle est arrivée, est retournée, à Calais pour voir si effectivement, il y avait eu, des modifications par rapport à, ce que nous avions les observations que nous avions faites précédemment et force est de reconnaître que nous sommes encore loin du compte. Alors c'est vrai, qu'il y a des opérations de mise à l'abri, mais, qui sont des opérations souvent pour une durée assez, courte et par conséquent, ça ne règle pas le problème. Alors, à moyen terme, nous savons que ce qu'il faudrait, c'est arriver à revoir le règlement, de Dublin, mais, malheureusement, nous ne sommes pas encore, sur le point, de l'obtenir et on voit bien qu'en attendant, on continue à appliquer un certain nombre de mesures qui ne sont pas du tout adaptées à la situation des gens. C'est ainsi que, nous avons constaté cette année qu'un certain nombre de migrants qui étaient parvenus à passer en Angleterre, notamment sur de petites embarcations, sont renvoyés
ici en France, puisque le pays de départ, mais la France souvent n'est pas compétente pour pouvoir instruire la demande d'asile, puisque la demande d'asile, en fait, doit et relève du pays où ils sont rentrés, par exemple l'Italie ou la Grèce. Et donc, on a des tas de situations comme ça qui sont quasiment insolubles, mais sur lesquelles il faut continuer à alerter les autorités européennes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a non seulement nécessité d'avoir plus de solidarité pour les pays d'entrée, comme l'Italie ou la Grèce, mais il y a aussi nécessité de revoir ce règlement qui, aujourd'hui, ne remplit pas la fonction de simplification qu'il devait avoir. Et au contraire, aujourd'hui, nous avons plutôt une espèce de tentation des divers pays de remettre des frontières intérieures. Donc là encore, c'est une manière de faire imploser l'Europe de l'intérieur qui ne semble pas tout à fait satisfaisante. Donc, autre problème sur les questions de bidonville et les questions de camps. Vous savez que cette année, l'Europe s'est investie et a fait un rapport extrêmement complet sur la stratégie à mettre en œuvre pour les bidonvilles et les campements et les Roms. Et aujourd'hui, nous savons que dans beaucoup de campements en région parisienne notamment, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui sont ni régularisables ni expulsables, comme les Érythréens, Soudanais, enfin, ou les Afghans. Et par conséquent, là encore, on aboutit à des situations qui sont des formes d'impasse. Alors, il va y avoir une stratégie qui est mise en place cette année par l'Europe pour les Roms, mais ici en France, on ne souhaite pas traiter les problèmes uniquement par catégorie de population d'origine. Donc, on n'aura pas une stratégie pour les Roms, mais on essaie plutôt d'avoir une stratégie pour les gens qui sont dans les bidonvilles, quels qu'ils soient, érythréens, afghans ou autres. Et par conséquent, c'est un peu une difficulté, mais cette année, on devrait proposer un certain nombre d'observations sur ces campements. Et notamment, comme vous savez, on a ce problème de faire en sorte qu'il y ait ceux qui ne sont pas admis en hébergement durable puissent quand même être admis dans des situations qui soient des situations respectant leur dignité. Alors, je voudrais aussi, dans cette petite intervention liminaire, faire un petit focus sur les malades étrangers, parce que il y a des situations qui, au fil des textes, des circulaires ou des réglementations applicables, deviennent finalement assez kafkaïennes. Puisque, comme vous savez, on a une protection qui normalement est universelle, qui s'applique pour toute personne française ou étrangère, mais qui s'applique donc pour les étrangers en situation régulière et qui sont sur le territoire depuis un certain temps, y compris ceux qui sont admis de plein droit, comme les conjoints de Français. Mais si la personne ne peut pas justifier qu'elle est donc en situation régulière et depuis un certain temps, ou qu'elle est depuis un certain temps, bien qu'elle soit admise de plein droit, eh bien, il y a une solution subsidiaire qui est donc l'AME. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans les pratiques des préfectures, eh bien, on demande aux gens de justifier qu'ils sont en situation irrégulière. Donc là, ça tourne au truc kafkaïen, parce que à la limite, ils ne peuvent pas justifier qu'ils sont en situation régulière, auquel cas on devrait leur appliquer la solution subsidiaire qui est l'aide médicale. Mais on leur demande maintenant de justifier qu'ils sont en situation irrégulière. Donc tout ça est quelque chose que les gens sont dans n'arrivent pas du tout, y compris à avoir les ME. Et par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faudrait véritablement Excusez-moi, votre micro a été coupé. j'ai à nouveau bougé, j'ai à nouveau été mon micro. Donc je disais qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on met les gens dans des situations kafkaïennes, parce que les administrations, et notamment les administrations de la sécurité sociale,
ont des exigences, demandent des précisions, demandent des preuves que, bien entendu, une personne normale, ou même ou un étranger ou n'importe qui est bien incapable d'apporter. Et par conséquent, on a ainsi des gens qui vivent en absence de droits et notamment en absence de droits concernant la santé ou les soins élémentaires ou qui ont des dettes hospitalières considérables parce que, par exemple, une femme de Français qui est venue, qui n'est pas arrivée depuis plus de 3 mois, ou qu'elle n'arrive pas à le prouver, eh bien, normalement, elle a accès aux soins, mais puisqu'elle ne le prouve pas, eh bien, si elle accouche, par exemple, elle doit payer l'intégralité des frais et ça fait des dettes tout à fait considérables de l'ordre de 10 000 €. Donc, on a, et vous avez, puisque vous intervenez, je sais, souvent sur tous ces sujets-là, comme les délégués du défenseur des droits, vous avez, donc nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour faire en sorte que par notre action, eh bien, les droits fondamentaux des étrangers et la fraternité qu'on doit à l'égard de toute personne en difficulté soit respectée. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour vous donner le temps là, de vous exprimer et de poser vos questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, vous pouvez soit lever la main, vous avez aussi un fil de discussion pour poser un certain nombre de questions. En vous écoutant, je m'interrogeais sur un point, parce que vous avez à plusieurs reprises cité l'Europe. Est-ce qu'il y a au niveau de chaque pays européen un défenseur des droits comme ça existe en France et quel lien, je dirais, vous avez entre les différents pays sur ces questions? Et alors oui, ah donc si, s'agissant du réseau, nous faisons partie d'un réseau européen, un réseau, on appelle ça les ombudsman et par conséquent, nous avons, des relations assez, régulières avec nos homologues dans, les autres pays européens et je crois que c'est extrêmement utile parce qu'on peut échanger, les expériences, on peut, voir comment dans tel ou tel pays on traite, les sujets et c'est, plutôt profitable. Je pense d'ailleurs, que lorsque l'État français, je pense que ça devait être en 2008, s'est décidé à avoir un défenseur des droits. C'était déjà sur le modèle de structures qui existaient par ailleurs, par exemple le défenseur du peuple en Espagne ou les ombudsman dans les régions nordiques. Et ça a été l'occasion pour notre gouvernement d'essayer de regrouper dans la même structure des instances qui existaient par ailleurs. Vous aviez donc la HALD, qui était une structure mise en place pour pouvoir lutter contre les discriminations. Vous aviez donc le médiateur qui existait depuis un certain temps, qui à l'époque, je pense que c'était Monsieur Delvoye. Vous aviez une commission qui était saisie pour la déontologie des forces de police, donc qui intervenait généralement quand on se plaignait de brutalité policière. Et vous aviez aussi, par ailleurs, défenseur des enfants qui était chargé de faire appliquer la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui protège les enfants. Et donc, lorsque la réforme est intervenue de la Constitution en 2008, eh bien, l'idée a été défendue et appliquée, je pense que c'était Nicolas Sarkozy à l'époque qui était le président, de regrouper toutes ces institutions pour pouvoir avoir une institution unique de défense des droits. J'avoue qu'à l'époque, j'étais à l'Assemblée, j'étais un peu perplexe parce que je craignais que ce regroupement ne s'effectue au détriment des institutions les plus récentes, comme notamment la HALD. Et il est peut-être quand même un peu exact que le défenseur des droits, notamment sous l'impulsion de Jacques Toubon, a pris toute sa place dans les institutions, a une réelle autorité, mais il est possible que la partie lutte contre les discriminations ait perdu un peu en visibilité. Et c'est un peu ce que je vais m'efforcer de faire, d'essayer de faire en sorte que le défenseur des droits soit davantage associé à l'idée de lutte contre les discriminations. Et d'ailleurs, actuellement, on va être un peu aidé en ce sens, puisque, comme vous le savez, une plateforme anti-discrimination
à l'initiative du président de la République et de Madame Moreno, a été mise en place, a été confiée aux défenseurs des droits. Et donc, depuis que cette plateforme fonctionne, depuis le mois de février dernier, on reçoit beaucoup d'appels concernant les questions de discrimination et, par exemple, pas mal d'appels sur les questions de discrimination origine pour lesquelles on n'était pas énormément saisi précédemment. Alors que là, je crois que dorénavant, avec cette plateforme antidiscrimination, sera davantage associée l'image du défenseur des droits et la lutte contre les discriminations, et notamment les discriminations concernant l'origine, pour lesquelles trop souvent, finalement, il y avait une sorte de réticence à nous saisir. Merci. Alors, n'hésitez pas sur le fil de discussion. Y a-t-il, je ne vois pas de main se lever pour le moment, mais Eh bien, j'en profite pour saluer Geneviève Domnachich, que je vois sur l'écran, avec qui on a effectivement beaucoup travaillé sur ces questions de migrants. cette plateforme vient de... Alors, pardon, malgré les alertes depuis plus de 10 ans, peut-être Françoise qui pose la question, hein, tu veux intervenir directement ou je me fais le porte-parole de ta question? Je peux. Oui. Oui, ça fait déjà plus de 10 ans que de nombreuses associations alertent sur les hébergements de court séjour à l'hôtel pour les familles de migrants, ce qui a de nombreuses conséquences, et notamment le fait que les enfants ne sont pas scolarisés, certains pendant plusieurs années. Et quelles que soient les portes auxquelles on frappe, on a un constat d'échec total. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un peu avancer les choses? Ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, nous aussi, la défenseure a déjà, dans plusieurs rapports, attiré l'attention sur le côté un peu absurde, finalement, de cette manière de procéder. Parce que vous avez des personnes qui sont hébergées à l'hôtel, ça coûte très cher. Ce sont des conditions de vie qui ne sont pas satisfaisantes, puisqu'on ne peut pas faire la cuisine correctement, on ne peut pas mener une vraie vie de famille. Et ce qui fait que ce sont des enfants qui sont, comme vous l'avez dit, un peu en dehors du coup. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on a du mal à scolariser des enfants qui sont hébergés d'une manière précaire et qui parfois, une fois qu'on est parvenu à les faire admettre à l'école, se retrouvent partant ailleurs parce ils changent d'hôtel. Donc, c'est une manière de prendre en charge la précarité et la pauvreté qui ne nous semble pas du tout efficace. Pour autant, je dois dire que c'est pas nous qui décidons, et donc malheureusement, ça continue. Et je crois qu'il y a une peur peut-être des autorités ou des élus à fixer sur place la misère. Mais ça, c'est un sujet auquel Madame Hédon, la défenseure, est très sensible. Mais malheureusement, on voit bien que ce sont des économies à courte vue. Parce qu'on ne veut pas mettre dans un logement stable une famille pauvre, mais finalement, la collectivité va payer beaucoup plus cher pour l'héberger, et par ailleurs, l'insertion ne se fait pas. Donc, c'est un petit peu une politique à courte vue, mais il faudrait arriver, et beaucoup d'associations d'ailleurs qui s'occupent de solidarité n'arrête pas de signaler que c'est une difficulté et que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Mais malheureusement, nous aurons encore à lutter ou à l'expliquer longuement pour que cette situation change, je le crains. Remarquez, vous avez peut-être aussi des témoignages à faire sur ce que vous faites en matière concernant les étrangers que vous voyez. Et là, ça m'intéresse beaucoup, et vous pouvez profiter de cet échange pour pouvoir me relater des expériences ou nous donner les principales préoccupations de votre mouvement aussi.
que ça soit un échange réellement. Je pense, je ne suis pas le mieux placé pour intervenir, mais ce que vous citiez sur les difficultés dans cette période pandémique d'avoir des rendez-vous, de faire avancer les dossiers, peut-être Céline, on peut te laisser la parole, ou d'autres de la permanence juridique a été un point très marquant de la période écoulée. Oui, la différence quand même, c'est que la défenseure des droits, madame, elle fait des recommandations et elle n'a pas pouvoir de décider et d'enjoindre. Voilà. Et nous, lorsque nous présentons des dossiers à la préfecture, nous sommes dans le droit et nous essayons de faire reconnaître ce droit des étrangers. Or, quand bien même on ficelle très bien un dossier de régularisation dans le droit et même dans le plein droit, on est complètement bloqué par la prise de rendez-vous. C'est le problème numéro un, non pas en termes d'importance, normalement non, bien sûr, hein, le dossier est plus important et c'est là-dessus qu'on aime travailler et qu'on travaille. Mais ce qui est devenu insensé, enfin, le comble de l'absurdité, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir des rendez-vous alors que le dossier est bon et pourrait passer. Et là, que peut faire la défenseure des droits, quoi? Alors, je voulais juste donner un exemple tout récent. Et il y a une carte de séjour qui est prête. Donc, on a gagné. Le dossier est bon. Il est passé. Tout est bon. La carte de séjour est fabriquée. On ne peut pas aller la prendre. Pourquoi? Pas de rendez-vous. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La personne ne peut pas avoir sa carte en main. Et donc, elle n'a qu'un récépissé qui va évidemment avoir une validité qui va s'arrêter et il aura peut-être une rallonge de son récépissé, mais un récépissé n'est pas une carte. Et par exemple, pour le travail, les employeurs, évidemment, ils préfèrent la carte au récépissé. Donc, qu'est-ce que peut faire la défenseure là-dessus? Oui, ça, c'est effectivement aujourd'hui une situation qui est assez fréquente. Pas l'histoire de la carte faite, parce que là c'est quand même le comble. Nous, on a eu quelqu'un qui, c'était un détenu, je crois, il sortait des prisons, il avait eu la possibilité d'avoir une carte, mais l'assistante sociale n'a pas eu le droit d'aller chercher la carte. Donc c'est pareil, c'était impossible. Mais c'est vrai que pour obtenir des rendez-vous en préfecture aujourd'hui, eh bien pratiquement, il y a des associations qui doivent faire des référés auprès on le du fait. tribunal administratif. Et c'est devenu quand même assez surréaliste de devoir assigner le préfet pour pouvoir l'obliger à donner les rendez-vous. Mais c'est à peu près, alors nos délégués interviennent beaucoup pour cette affaire, pour avoir des rendez-vous, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez insensé de ne pas pouvoir obtenir des rendez-vous. Et parfois même, vous avez des gens, comme je vous le disais, qui se retrouvent en situation irrégulière faute d'avoir un rendez-vous. Donc là-dessus, c'est un constat sur lequel on est avec vous assez d'accord, effectivement. Oui, non, mais puisque nous travaillons complètement avec la CIMAD sur cette permanence de droit des étrangers, on est complètement dans la démarche de faire des référés. D'abord, c'est une procédure très, très longue et sélective quand même, parce que tout ne peut pas passer en mesure urgente. Donc, il faut bétonner non seulement le fond du dossier, mais prouver l'urgence au point que, bon, ça puisse être accepté en tant que tel. Après, il faut passer évidemment au tribunal. Il faut trouver les avocats. Heureusement, on a des avocats militantes. Je fais un féminin parce que c'est beaucoup de femmes. Mais bon, on a des avocats militants qui travaillent avec la CIMAD, qui acceptent de demander l'aide juridictionnelle, de risquer de ne pas la toucher d'ailleurs. Bon, on obtient des référés, mais même sur ces référés, on n'obtient pas toujours satisfaction du rendez-vous. Des fois, le référé est rejeté. Et puis, quand on obtient un rendez-vous et qu'on se présente à la préfecture, on a l'impression, il est arrivé qu'un bon dossier qui avait obtenu son rendez-vous parce que la préfecture avait été obligée de délivrer un rendez-vous dans les 15 jours, eh bien, le dossier est refusé.
Ah bon? Ah oui. Et oui, ça peut arriver. Ah, Alors, parce que tu es pas ça se content, tu es discute. obligé? Ouais. Un rendez-vous en préfecture n'est pas l'assurance que le dossier va passer. Mmh. Ça, c'est normal, hein, on le sait. Mais bon, comme effectivement, on essaye de faire des dossiers vraiment, vraiment, j'allais dire, on dit nous nickel, parfait, béton, Mmh. voilà. Mmh. Eh bien, parfois, on est très, très étonné et on va en recours contre le refus du dossier pour lequel on a mis des mois à obtenir un rendez-vous, vous voyez. Ouais. Mmh. Ça devient, mais ça dé- alors au point qu'il y a des bénévoles qui ne veulent pas le faire ça. Voilà, c'est trop de travail pour trop de risques, enfin de risques, j'allais dire d'échecs. Ou bien quand on le fait, on a des collègues qui se mettent à le faire, mais qui sont complètement désespérés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne travaillent plus du tout sur le même terrain. Mmh. Ils ne s'occupent plus des personnes et de leurs dossiers et de les aider à régulariser leur situation. Ils s'occupent de faire des captures d'écran, des mails à la préfecture, etc. Tout ce qu'il nous faut pour faire un dossier pour faire passer un dossier en référé au tribunal. Ouais, effectivement. Bon, Oui, j'ai c'est là pas la même quelques activité, oui, camarades que je effectivement. vois et qui sont tout aussi au courant que moi et qui pourraient me relayer. Je vois qu'il y a une question de Françoise Mamdi, si elle veut bien prendre la parole. Oui, Oui, je ne sais pas si je peux parler. oui, bien Est-ce sûr, je qu'on vous en prie. m'entend? On Oui, peut, oui. Oui, oui, très bien. on peut me voir même aussi peut-être. Ce serait bien. Non, c'est très bien. Donc, oui, je suis dans l'Aisne. Et dans l'Aisne, le préfet, depuis quelque temps, trouve vraiment très intéressant non seulement d'accompagner les OQTF, des personnes qui sont, bon, ce n'est qu'une circulaire, hein, qui pourraient potentiellement avoir un titre de séjour grâce à la circulaire Valls parce qu'elles sont depuis plus de 5 ans en France, parce que elles, elles sont accompagnées par des associations, parce qu'elles ont une promesse d'embauche. Eh bien, non, ils donnent une OQTF accompagnée d'une IRTF, donc Ah oui. interdiction de retour sur le territoire français, en ce moment, c'est 1 an, 18 mois, 2 ans, ce qui veut dire que la personne en question, enfin, c'est impossible, quoi. Ça veut dire qu'elle doit retourner, sinon dans son pays, en tout cas hors Schengen. Ah oui. Et si par hasard elle revient, au bout de 18 mois, 1 an, il faut tout recommencer. Et en plus, elle est toujours sous le coup de l'OQTF. Donc, ça fait encore 1 an à ne pas travailler ou à travailler au noir. Parce que à la préfecture, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais à la préfecture de l'Aisne, au guichet, on dit aux gens, on leur donne un document, un titre de séjour, mais sans autorisation de travailler. Mais on leur dit, mais il faut travailler, mon garçon, il faut travailler. Lui, il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler au moins, forcément. Plus un autre, non. C'est extraordinaire. Mais bon, je pense que ça n'arrive pas que dans l'Aisne. Oui, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça se passe comme ça? Parce que moi, j'avais été informée de ce genre d'une interdiction du territoire, principalement pour les Européens, vous savez, les Roumains, Bulgares, etc. Mais je ne pensais pas que c'était valable aussi pour d'autres nationalités. Ici, donc là, il s'agit, j'ai en mémoire, c'est récent, on est allé devant la préfecture pour manifester dimanche dernier. Il s'agit d'un jeune Guinéen, il a 36 ans, il est vraiment très accompagné, il a une promesse d'embauche, il travaille d'ailleurs au black comme il faut. Et il y en a un autre qui a eu la même chose, donc c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rester, je ne vois, enfin, on ne voit pas la solution parce que après l'OQTF encore, c'était déjà terrible, mais il y avait possibilité de trouver un travail. Mais là, c'est même pas possible. C'est invraisemblable Ouais. que comment comment peut-on expliquer que l'enrichissement il est enfin, c'est comme dit Monsieur Badi, Bertrand Badi,
il dit que c'est win-win, enfin c'est gagnant-gagnant, c'est évident, quoi. C'est évident que la richesse de tous les gens qui viennent, bon, mais là je pense comme un livre, les gens qui viennent d'ailleurs nous apportent beaucoup. Voilà, bon, je ne sais pas si le défenseur des droits, on est allé Oui, dans voir. ces cas-là, nous pouvons intervenir et vous pouvez nous saisir de manière à ce qu'on puisse appuyer votre démarche. Oui, Mais si je puis dire, parfois, la préfecture ou l'administration peut évidemment prendre davantage en considération l'argumentation du défenseur que celle d'une association, mais pour autant, on se heurte un petit peu, si vous voulez, au démarrage, à peu près à la même mauvaise volonté. oui. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a toujours un durcissement des conditions, c'est vrai, qui sont faites aux nouveaux arrivants, ça c'est clair. Enfin, là, ils sont là depuis 5 ans de toute façon, mais en plus, bon, en plus, il y a des élections. On est dans la région Hauts-de-France, en plus, il y a tout ça. Donc, le représentant des défenseurs des droits qu'on a rencontré il y a déjà un petit moment disait, mais moi non plus, je n'ai pas forcément auprès du préfet une bonne écoute. Et là, on a un préfet franco-libanais, je pense qu'il a dû oublier qu'il avait été libanais à un moment. Mais c'est vrai que nous, comme on se heurte à peu près à ce genre de difficultés, mais si le préfet ne réagit pas correctement dans une procédure amiable, c'est vrai que nous avons la possibilité d'accompagner la personne si elle fait un recours devant le TA ou le référé liberté, et nous avons la possibilité donc de déposer des observations pour pouvoir conforter la position du demandeur. Donc, je pense que même si à l'amiable, ça ne fonctionne pas, eh bien, nous pouvons quand même après peser sur la décision devant une juridiction, et parfois, ça peut s'avérer utile. Oui, je vais prendre bonne note de ce que vous dites, hein, parce que là, on travaille avec la CIMAD et d'autres associations, et on a donc posé la question à un avocat qui a tout le dossier. Donc, on verra, mais je vais prendre note de ce que vous dites. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je peux continuer avec vous. Merci beaucoup. Je vois Céline, tu as une question, si je ne m'abuse. Ton micro est désactivé. Non, moi, j'ai pas demandé. Enfin, je peux faire juste une remarque. Je peux ajouter une remarque pour la dame qui vient de parler. Il m'est arrivé tout à fait par hasard d'intervenir comme CIMAD, de reprendre un dossier qui avait été refusé, mais lourdement et longuement, presque 10 ans de refus sur un dossier pourtant excellent, puisque c'était un étudiant très, très diplômé qui demandait à renouveler sa carte pour pouvoir faire le changement de statut en salarié. Et moi, je ne connaissais personne dans ce département, ce n'était pas du tout les départements Île-de-France, mais il se trouve que par relation, j'ai connu cette personne, la personne qui était en difficulté, et elle avait elle-même demandé le soutien du défenseur des droits de cette région, enfin de ce département, et du coup, on a travaillé ensemble. Ce que je dois dire, la personne a ouvert les portes. C'est très clair que le défenseur, là-bas, en parlant avec le staff du préfet, a un petit peu allégé la situation, remis les choses à plat. Mais nous, la personne étrangère et moi, on a fait on a fait un très bon dossier. Je veux dire, dans ce cas-là, on revient au droit, et ce qui emporte le morceau, c'est quand le dossier est bon quand même. Voilà. Je ne veux pas, comment dire, on a des lois, et on a souvent des préfectures qui veulent appliquer la loi, vraiment. Donc, la dame nous parlait tout à l'heure d'une promesse d'embauche. Moi, ça m'a fait un peu tilt. Mes petites camarades vont réagir comme moi. Une promesse d'embauche ne suffit pas du tout pour faire un bon dossier de demande de carte salariée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je pourrais discuter avec la collègue. Mais nous, à Paris, une promesse d'embauche non plus, ça passe pas. Et nous, on fournit plus qu'une simple promesse d'embauche. Voilà. Mais c'est une remarque trop précise. On pourrait reparler avec Françoise Mamdi si elle veut. Mais voilà, je veux dire que l'alliance du défenseur des droits, qui effectivement, sur le plan
du droit, mais des droits de l'homme, quoi, sur une position un peu plus élevée, ça peut vraiment débloquer. Mais après, il faut un dossier, et un bon dossier. Alors, je vois une main se lever, mais c'est dans l'ombre, alors je ne vois pas qui c'est exactement. Avec le micro, c'est mieux. Oui, Aline. Aline. Pardon. Moi, je voudrais signaler que 2 étrangers m'ont dit qu'actuellement, à la préfecture de Paris, on leur conseillait de donner des petits bachiches pour faire avancer leur dossier de carte de séjour. C'est la 2e personne qui me le dit. Hein. Ça, c'est évident. Ça, c'est une solution qu'évidemment, nous ne pouvons pas… Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Et puis Mais en en plus, fait, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui pensent ça. C'est des méthodes qui commencent à se faire. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en donnant un bakshish, on peut avancer son dossier. Mais je crois que c'est des méthodes qui sont peut-être davantage efficaces dans certains pays. Mais, Oui, ici en France, ça peut être dangereux. Ben, ça a marché en tous les cas. Dans le cas je sais que j'ai beaucoup travaillé sur la question d'accès au logement à Paris. Et la plupart du temps, les gens étaient persuadés que s'ils trouvaient quelqu'un à qui glisser une pièce, ça allait marcher. Et c'est souvent très dangereux, même chez nous. Parce que moi, mon assistante mais j'étais très étonnée que ça marche, justement. Mon assistante était donc, recevait du public et faisait beaucoup d'interventions pour le logement. Et les gens pensaient, et j'avais marqué, j'avais fait une affiche dans la permanence pour bien dire aux gens, attention, nous on fait ça parce que nous sommes élus, mais nous ne voulons pas, vous n'avez rien à donner, nous ne voulons pas de cadeaux, nous n'accepterons pas de cadeaux pour les interventions. Parce que sinon, c'était quelque chose qui est extrêmement dangereux. Alors, il peut se faire, si vous voulez, que vous donniez un sou et que votre dossier soit aussi sorti de la pile et qu'il progresse. Mais je crois que très souvent, il vaut mieux, comme disait madame, avoir un dossier, essayer de trouver les bons arguments juridiques. Non, mais bien sûr. Non, mais essayer de trouver, parce que faire ressortir, si vous voulez, les atouts du dossier, ce que ne savent pas toujours faire les gens, mais se lancer là-dedans, c'est dangereux parce que vous pouvez vous retrouver en correctionnel avec ça. Mais non, mais bien sûr. Mais je veux dire, j'étais très étonnée qu'à la préfecture, des employés préconisent cette situation. C'est incroyable. Je vois qu'il y a 2 mains qui se sont levées. Je ne sais plus dans quel ordre. Allez-y, prenez directement, n'hésitez pas directement la parole en ouvrant votre micro. Je peux y aller? Oui. Ok, merci. Geneviève Domnakchich, CIMAD. Les politiques migratoires, on est bien d'accord, étant de plus en plus restrictives, l'accès aux droits des étrangers est non pas seulement à cause des problèmes de dématérialisation, mais les lois sont de plus en plus difficiles également. Ce qui entraîne chez un certain nombre de bénévoles, voire chez un certain nombre de professionnels, y compris dans notre association, une espèce de méfiance à l'égard du droit, une espèce de défiance, une absence de confiance, voire un rejet du droit comme des institutions. Et ce retrait vers la radicalité inquiète beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre nous qui sont présents dans cette salle, ou dans cette pseudo-salle. Toi, tu es à la tête, avec Claredon, d'une institution magnifique, et qu'effectivement, Toubon à laquelle Toubon a donné une visibilité importante, et à laquelle vous donnez toutes les deux une visibilité importante. N'empêche que cette institution magnifique, elle est magnifique pour nous, pour des gens qui sont, entre guillemets, raisonnables, qui luttent, qui sommes des militants, mais qui ne sommes pas négatifs. Ce que je crains, et comment est-ce que toi, en fonction de ton parcours, comment est-ce que tu traites, comment est-ce que tu abordes cette question du refus du droit pour beaucoup d'entre les jeunes militants qui vont jusqu'à te dire en réunion
que le droit, on s'en fout, ce qui compte, c'est la rue. Comment est-ce que tu réagis à ça? Comment, à la fois en fond de toi en tant que personne, mais toi en tant qu'institution? Parce que c'est, à mes yeux, mortifère. Mais j'imagine que pour vous, c'est terrible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même vécu que Geneviève? Oui, la désespérance mène à une forme de radicalisation. On en a même parlé avec Pascal Brice, hein. Il l'avait présenté précisément comme un des deux dangers que la situation actuelle présentait vraiment. Oui, et on voit des gens se dire il faut aller dans la rue, crier, casser, voilà, oui. J'avais pas conscience de ça à ce niveau-là, parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je sais que les militants sont radicalisés, mais c'est souvent des sujets environnement ou des sujets de travail. Là, sur l'aide aux migrants, je ne m'en étais pas rendu compte totalement. Mais c'est sûr que, bien évidemment, nous sommes un peu coincés par une réalité qui est que nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est qu'il n'y ait pas simplement une approche humanitaire ou une approche compassionnelle de ces sujets-là, mais de s'appuyer sur le droit. Alors, comme vous dites, le problème, c'est que le droit est lui-même de plus en plus restrictif. Mais l'interprétation que fait l'administration du droit est souvent plus restrictive que ce qui est écrit. Et il y a dans les circulaires, ce genre de choses, beaucoup d'ajouts qui permettent d'empoisonner un peu plus la vie du malheureux demandeur. Mais, et c'est vrai aussi qu'on voit bien que quand il y a des actions spectaculaires, les choses se débloquent, hein. On l'a vu à la place de la République où l'occupation de la place a fait qu'il y a eu des places d'hébergement. Mais très franchement, j'ai l'impression que, bien entendu, il faut faire que les choses soient visibles, mais là où nous sommes, si nous avons une institution qui essaye de proposer des solutions qui soient des solutions de règlement amiable, c'est justement parce que nous croyons qu'il est possible de débloquer les situations de la sorte. L'appel à la révolte ou à tout casser, c'est toujours un aveu d'échec. Et par conséquent, bien entendu, on ne peut pas totalement s'y résoudre. Mais c'est vrai que quand on voit que des gens parfois passent des années ou des années à essayer de régulariser des situations qui devraient humainement, qui méritent d'être régularisées, on comprend qu'à un moment donné, ça crée une forme de découragement, bien entendu. C'est ce qu'on avait évoqué effectivement un des précédents dans le débat, de trouver le chemin juste entre découragement et radicalité, la radicalité souvent n'amenant pas de progrès. Un des éléments qui décourage, d'ailleurs, vous l'avez cité, c'est cette fameuse loi Dublin, puisqu'on est à peu près tous, toutes les associations et ceux qui sont sur la question, à dénoncer son application et tout ce que ça occasionne. Je ne sais pas quelle est votre vision pour faire avancer le sujet, parce qu'on a l'impression que tout le monde semble à peu près d'accord, en tout cas au niveau militant, pour dénoncer voilà, les travers, et le mot est faible, de cette loi Dublin, mais sans voir de solution émerger. Cette loi, vous dites Enfin, cette loi du vin? Non, le règlement Dublin. Oui. Ben oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr que malheureusement, ça crée des situations invraisemblables. Mais moi, je pense aussi que ça mérite d'être revu parce que la solidarité à l'égard des pays d'entrée n'a pas été suffisante. Et par conséquent, il y a une radicalisation aussi, et cette fois une droitisation dans ces pays-là, qui est dangereuse aussi pour la démocratie européenne. Donc, je pense que ça semblait être plus simple que le pays d'entrée soit le pays qui examine les dossiers, mais on voit bien que le pays d'entrée ne peut pas tout traiter, c'est pas possible. Et par conséquent, je pense qu'on doit arriver à assouplir cette règle. Mais vous savez, tout ce dès que ça se passe au niveau européen, c'est parfois avec des délais de maturation qui sont parfois assez longs. Donc, il faut continuer à marteler le clou, je crois, là-dessus.
N'hésitez pas à d'autres témoignages ou questions. Je ne sais pas, Madame Paul-Angevin, on peut aller jusqu'à 20 h ou vous aviez… Écoutez, moi, j'ai une autre réunion, donc si je suis libérée avant, j'ai D'accord, beaucoup de plaisir à être avec vous, mais si je suis libérée avant, c'est pas un problème. d'accord. Je ne savais pas sur quel créneau vous étiez disponible. Pardon. Est-ce qu'on prend une ou deux dernières questions alors s'il y en a. Madame Sadier, je crois. Oui, j'ai, étant donné que je fais partie de l'association Solidarité Nouvelle pour le logement, il se trouve que j'accompagne à l'heure actuelle une maman de 2 enfants qui est en France depuis moins de 5 ans et le plus jeune a plus de 3 ans. Et de ce fait, elle n'a pas droit au RSA. Elle n'a donc aucune ressource. Donc, elle a trouvé la solution, c'était d'avoir un enfant qui est moins de 3 ans. Et donc, elle est enceinte et elle va accoucher à la fin du mois de mai. Il se trouve qu'elle a été prise en charge par l'hôpital Saint-Louis, d'une part, et d'autre part, elle vient de toucher sa prime de naissance pour celui qui va naître. Je ne sais pas comment l'assistante sociale a pu obtenir ça, mais c'est bien. Et alors, j'ai appris qu'on lui avait saisi sur cette prime de naissance la moitié de la prime pour payer l'hôpital Saint-Louis. Ah oui. Alors, quelqu'un qui n'a aucune ressource et qui touche une prime, donc pour la soigner, enfin, on ne peut pas dire que ça soit du soin, ça c'est de la protection maternelle, eh bien, ça surprend quand même. Ouais. Je pense que c'est un petit peu la difficulté que j'évoquais au début sur l'accès aux soins, où les gens sont pris entre l'AME, la régularité du séjour, et malheureusement, si la régularité du séjour est contestée, l'accès aux soins à l'hôpital est évidemment aléatoire. Par conséquent, je crois que c'est ça qui amène la situation que vous décrivez. Mais c'est vrai que tout cela est quand même assez triste parce qu'on se dit qu'une dame qui vit depuis plusieurs années chez nous, on devrait trouver une solution pour la régulariser, surtout si elle a des enfants petits. Oui, oui. Nous, à Solidarité Nouvelle pour le logement, nous hébergeons pas mal d'étrangers, justement, qui viennent des hôtels et que nous avons la possibilité de loger. Quand vous sortez de l'hôtel, donc. Voilà, c'est ça. On les sort de l'hôtel. Voilà. Ou quelquefois, on les sort plutôt sous les ponts de la porte de la chapelle aussi. Enfin, ça, oui, mais vous ne logez que des personnes régulières, il faut quand même le dire. Oui, oui, ce sont des personnes régulières. Oui, oui, en situation régulière. Il ne s'agit pas du tout de prendre des irréguliers. Oui. Donc, je ne comprends pas très bien pour cette dame, elle est régulière puisqu'elle est logée par SNL. Oui, oui, oui. J'ai pas bien à mon compris. avis, il y a une assistante sociale là qui devrait regarder les choses de plus près. Ouais. Si je peux me permettre, je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir intervenir en faveur de l'association Solidarité Nouvelle, comment ça, SOS Méditerranée? Parce que là, on se trouve bien dans des situations dramatiques qui se trouvent bloquées par la volonté des États. Ouais. Je n'ai pas de manière extensive tout ce qui se fait dans la maison, mais je vais pouvoir regarder. Je pense que ce que fait cette association nous semble quelque chose de plutôt positif. Mais encore faut-il que le défenseur des droits soit saisi de tel ou tel manquement qui est reproché à l'État. Et si nous ne sommes pas saisis, bien évidemment, nous n'avons pas, sauf des cas particuliers ou particulièrement significatifs pour lesquels le défenseur se saisit lui-même, mais d'une manière générale, pour que le défenseur intervienne, encore faut-il que quelqu'un lui demande d'intervenir et le saisisse. Et très souvent, même si nous avons une opinion, eh bien, si on n'est pas saisi, on ne va pas intervenir sur un cas particulier. Peut-être, nous, membres d'association et militants,
on est invité à vous saisir peut-être plus que nous le faisons aujourd'hui sur certaines situations que je ne sais pas si on peut en déduire ça, mais que nous constatons qui sont objectivement des atteintes aux droits. Oui, je pense qu'il ne faut jamais hésiter à saisir le défenseur parce que il y a donc le réseau avec les délégués qui interviennent beaucoup en amiable et qui donc font marcher parfois leurs relations personnelles dans les préfectures, etc. Mais il y a aussi on a quand même une équipe de juristes qui sont excellents et qui peuvent venir à l'appui des observations, souvent excellentes aussi, faites par les associations sur ces sujets-là. Par exemple, la CIMAD a l'habitude évidente de traiter tous ces dossiers-là, mais en même temps, si on vient en renfort, ça peut aider. Alors, je vois qu'il y a des questions qui viennent, mais alors je sais pas si vous avez encore quelques instants à nous Oui, je vous en accorder. prie, rapidement. Ouais. Alors, je vois, y a-t-il une issue pour que les jeunes qui deviennent majeurs et qui sont soumis à l'OQTF, comment ça peut se passer pour eux? Quand on a comme demandeur d'asile la CMU, est-ce que si on est débouté du droit d'asile, on garde la CMU? Voilà quelques questions que je vois sur le fiche, je me permets de les... C'est-à-dire qu'en fait, on peut être débouté du droit d'asile, mais avoir demandé le séjour pour un autre motif. Par exemple, vous avez un certain nombre d'étrangers qui sont admis au séjour parce qu'ils ont une maladie qui ne peut pas être traitée dans leur pays d'origine. Donc, ils peuvent être admis au séjour pour des questions médicales. Et par conséquent, mais de toutes les manières, s'ils ont déjà donc, on peut garder la CMU à ce point de vue-là. Sur les jeunes qui deviennent majeurs, la principale difficulté que nous avons eu à régler, c'est que il y a souvent, ils sont pris en charge par le département en tant que jeunes mineurs isolés. Et et ils ont parfois des parcours d'insertion, ils sont parfois mis à l'école. Et lorsqu'ils deviennent majeurs, à ce moment-là, c'est vrai que la situation peut changer et beaucoup de droits, beaucoup de parcours d'insertion qui sont en cours, eh bien, se retrouvent affectés. Donc, une grande partie de l'effort que font nos équipes, c'est d'obtenir du département compétent ou de la sécurité sociale qu'on puisse prolonger le parcours d'insertion du jeune, qu'on puisse, par exemple, l'autoriser à avoir un contrat de qualification, parce qu'on sait que de la sorte, il sera sur de bons rails, il pourra continuer. Alors que si tout s'interrompt dès qu'il devient majeur, eh bien, ça, c'est une difficulté considérable et qui ruine, au fond, les efforts qui ont été faits précédemment, tant par des associatifs que par un département qui a accepté de prendre en charge ce jeune quand il avait 15 ou 16 ans. Et je crois qu'on a aujourd'hui à faire un effort tout particulier pour les jeunes majeurs, parce que c'est là que les choses se dégradent et qui peut se retrouver à la rue ou dans des situations tout à fait dramatiques. Voilà. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait l'essentiel. Oui. On ne va pas vous retenir peut-être plus longtemps, d'autant que vous avez un autre engagement. Je voulais vous remercier à nouveau d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé, échangé avec nous ce soir. Merci à tous pour ces échanges. On ne peut pas vous dire encore si nous aurons une prochaine soirée au mois de juin. Tout n'est pas encore calé, mais on vous préviendra par mail, par réseau pour vous dire si en juin nous aurons une prochaine soirée, rencontre, débat comme celle-ci. Donc, merci infiniment. C'est à moi de vous remercier aussi d'avoir pour ces échanges. Hein. Et une fois, puisque j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous voir, enfin à revoir un certain nombre de têtes connues, et à vous féliciter à nouveau pour le travail que vous faites, parce que heureusement que les migrants en difficulté peuvent vous avoir sur leur route, parce que très souvent, je pense que ça leur sauve la mise et en tout cas, ça leur montre qu'il y a encore beaucoup d'humanité dans notre société. Voilà. À bientôt.
Au revoir. Merci à toi. Merci Excellente beaucoup. soirée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Céline, au revoir Jean-Jacques. Merci. Et Jean-Jacques, il restait des questions. oui, Est-ce qu'on y répond? alors peut-être, on peut, je pense que Oui, vous oui, pouvez sur SNL, moi je peux répondre, hein. Il y a une D'accord. dame qui demande par Jean-Marie Guyon, est-ce qu'à SNL, vous n'avez que des situations régulières? Alors j'explique. SNL ne peut loger dans les appartements qu'elle arrive à avoir par des locataires généreux, par des propriétaires généreux, etc. Mais elle ne peut loger que des personnes en situation régulière parce qu'elles ont des droits et donc des APL et des aides sur lesquelles SNL s'appuie pour pouvoir proposer à la personne étrangère un logement passerelle à très bas loyer. Voilà, c'est le principe même de fonctionnement de SNL. Ce n'est pas que SNL ne veuille pas s'occuper des personnes irrégulières, mais c'est qu'elle ne peut pas. Voilà, je crois que Bernard, je ne sais pas s'il est encore là, j'ai répondu, mais Bruno Herbet, tu peux me confirmer ce que j'ai dit. Vous m'entendez, moi? Non. Oui, Bernard, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Eh ben, je confirme ce que tu viens de dire. Voilà. C'est qu'on ne peut acheter dans Paris des appartements pour y loger des étrangers, enfin des gens qui sont dans le besoin, parce qu'on a beaucoup parlé des étrangers, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de Français qui se trouvent dans la rue dans la même situation. Eh bien, donc, on ne peut faire ça que grâce aux subventions de la ville de Paris, de la région et de l'État. Et ces différents subventionneurs ne veulent subventionner que pour des gens qui sont en situation régulière. Voilà. C'est une situation, moi je travaille à la Maison de l'Amitié entre le CNIT et la Grande Arche. Ce sont des gens de la rue, la moitié du financement vient de la DRIL, et c'est pareil, ils ne veulent pas entendre parler des sans-papiers. Oui, mais on ne peut pas leur faire le procès. Moi-même qui travaille complètement avec les sans-papiers, je comprends que SNL commence par faire ce qu'il est possible de faire. Loger des sans-papiers, c'est une autre situation. Et effectivement, on tombe alors dans les problèmes de l'hébergement en hôtel, etc. Et là-dessus, on pourrait se mobiliser, en effet, pour essayer de réduire ces frais énormes d'hébergement en hôtel qui sont en plus tout à fait insatisfaisants, en effet, et pour les familles, et pour les enfants, et pour la scolarisation des enfants, comme cela a été dit tout à l'heure. Hein. Ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle le droit au logement opposable et qu'on n'a pas l'impression que l'État veuille sortir de cette loi. L'État maintient des gens dans une situation intenable, à vivre dans les bois ou n'importe où, dans des vieux wagons désaffectés, etc., au lieu de construire suffisamment de logements, du moins en Île-de-France. Et même quand on fait appel à cette loi, le DALO, le droit au logement opposable, ben, ça ne donne rien. Ceci dit, je vois pour des adultes sans enfants, en dehors des cas de famille, j'ai vu des personnes à la rue logées dans des hôtels et au bout de 15 jours, ils étaient transformés parce que loger dans un hôtel, pour eux, c'est haut de gamme. Donc, ils sont mieux habillés, ils se tiennent mieux et ça peut aussi les remettre en piste. J'ai vu ça, moi, récemment. Oui, c'est normal. Oui, c'est vrai. Oui. Bien.
Merci pour ces échanges. Je me permets de saluer Geneviève, que j'ai plaisir à voir, comme vous tous d'ailleurs, mais ça fait un certain temps. Bonne soirée à tous. Donc, comme je disais, pour le mois de juin, on aura peut-être, mais ce n'est pas encore complètement calé, une nouvelle soirée. Donc, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Pour une réunion en juin, ou alors pour repartir après cet été en septembre. Merci. 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 Au revoir, Allez, bonne merci. soirée. Merci.